Ou rebonjour et bienvenue au webinaire Agir en partenariat en santé avec les personnes en situation de handicap dans les lieux de soins qui est organisé par le Centre opérationnel du partenariat en santé. Je m'appelle Fabienne Ragagir, j'ai cofondé l'association Savoir Patient et je suis chargée de projet pour ce dispositif COPS porté par Savoir Patient et financé par l'Agence régionale de santé Occitanie. Pour commencer, je vais vous présenter le contexte et le déroulement de ce webinaire qui sera co-animé par des acteurs du partenariat en santé en Occitanie engagés dans le champ du handicap qui se présenteront chacun quand ils prendront la parole. Nous avons ma collègue Olivia Mollet qui est sous le nom COPS, qui est chargée de communication événementielle, qui gérera la diffusion du support et l'enregistrement. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre nouvelle collègue Fidéline Clermont, chargée de projet profil professionnel de santé sur Montpellier, qui sera votre œil et votre oreille dans le panneau de discussion, le chat que vous pouvez utiliser tout au long du webinaire. Pour les personnes sourdes qui souhaitent bénéficier de l'interprétation en langue des signes française qui nous est offerte aujourd'hui par l'unité d'accueil et de soins pour sourds du CHU de Toulouse via la société Interprétis, merci de bien vouloir épingler le participant qui s'appelle Interprète ou cliquer sur l'icône Interprétation en langue des signes française. Donc, pour info ou pour rappel, ce webinaire, il est enregistré. Il sera accessible en replay sur la plateforme ressources collaboratives du partenariat en santé en Occitanie. Si vous ne souhaitez pas apparaître, nous vous remercions d'éteindre vos caméras. Et comme dans tout événement de ce type, nous vous remercions de bien vouloir couper vos micros quand d'autres personnes s'expriment. Donc, juste pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, je peux changer de slide. Le partenariat en santé, voilà, c'est une démarche qui est ici exprimée. Donc, c'est penser et agir ensemble pour le bien-être physique, mental et social de chacun, la santé au sens OMS du terme. Et ce qui est important, c'est de le faire en reconnaissant, s'appuyant sur la complémentarité des expériences, des savoirs, des compétences des professionnels du système de santé et des personnes qui utilisent ce système en co-construisant, co-décidant, co-mettant en œuvre les projets de santé de chacun et de tous. Donc, on vous renvoie souvent vers la recommandation de la Haute Autorité de Santé, soutenir et encourager l'engagement des usagers dans les secteurs social, médico-social et sanitaire. Le partenariat, c'est aller au-delà de l'information, au-delà de la consultation, au-delà de la collaboration, c'est l'univers du co, du vraiment faire ensemble. Si tu peux bien changer de slide. Donc, en bref, le partenariat en santé, ce sont des acteurs divers, complémentaires, dont les patients, dont les personnes en situation de handicap, leurs proches aidants, leurs associations, leurs représentants, qui sont des personnes ressources en mobilisant les savoirs issus de la vie avec leur vulnérabilité en santé. Et le fait d'agir avec les professionnels garantit une meilleure santé avec un grand S comme société, une meilleure qualité de vie au travail et une meilleure qualité de vie de chacun et de tous. Donc, le COPS, en quelques mots, pour contextualiser la présentation d'aujourd'hui, qui vous parle, c'est un dispositif ressource dans la région Occitanie pour opérationnaliser de façon concrète la démarche de partenariat en santé, que ce soit dans le secteur sanitaire, médico-social ou social. Et ce dispositif, il veut incarner la démarche de partenariat en santé via sa gouvernance participative, son comité des partenaires, qui sont les acteurs et les ambassadeurs du partenariat en santé sur le terrain, son comité de pilotage, qui regroupe toute la diversité des acteurs du partenariat en santé. En termes d'action, le COPS propose une vingtaine d'actions en Occitanie pour diffuser la culture du partenariat et animer le réseau des acteurs, pour développer les pratiques des organisations et des personnes avec des appuis, des accompagnements, des tutorats, de l'analyse de pratique, un dispositif qui va évaluer l'impact et l'évolution de la démarche, proposer des outils d'auto-évaluation et qui va impulser le partenariat en santé dans des domaines spécifiques, les soins primaires par exemple, ou sur des thématiques spécifiques comme celui d'aujourd'hui à travers des groupes de travail, des COTEC, que vous voyez sur la gauche. Si on rentre dans le détail de notre comité technique, donc ce webinaire, c'est le résultat d'un travail d'un an
par un comité technique, comme on vient de le voir. Donc, fin 2022, Alain Combe, ici présent, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, mais bon, il devrait être là, de l'UNAPI 34 et Nexam, il s'est demandé en comité des partenaires si le partenariat en santé pouvait contribuer à améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap dans les lieux de soins en Occitanie, en particulier dans les grands hôpitaux. En 2023, le comité de pilotage du dispositif a examiné la demande. Et du coup, un comité technique, un groupe de travail a été mis en place, composé d'une vingtaine de personnes, une quinzaine de structures, avec la diversité des profils des acteurs du partenariat et une diversité également géographique dans la région. Donc, ces personnes étaient des volontaires issus du comité des partenaires ou bien des personnes ou des structures identifiées par l'équipe opérationnelle du COPS. Ce groupe a été co-animé par Catherine Couzergue, donc membre du comité de pilotage du COPS, qui vous fera la conclusion du webinaire. Catherine Corbeau, ex-collègue COPS Savoir Patient au départ. Puis Alain Scudellaro de Coactis, qui est avec nous aujourd'hui aussi, et moi-même. En 2024, les membres du COTEX se sont réunis à 6 reprises en visioconférence. Ils ont travaillé aussi en petits groupes en intersection sur un espace documentaire partagé. Et vraiment, je les remercie encore une fois parce que c'était pas facile pour eux. Ils se connaissaient pas pour la plupart au départ. Ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont réussi à travailler en partenariat. L'unité politique du handicap de l'ARS a suivi ce travail et permis des ajustements. Donc, la première étape, ça a été de décider ensemble qu'est-ce qu'on fait pour contribuer à améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans les lieux de soins. Les lieux de soins étant bien sûr les établissements hospitaliers, mais aussi les soins de proximité et les soins à domicile également. Le groupe s'est mis d'accord sur le fait de proposer un appui du partenariat en santé pour la formation des professionnels en priorité des référents handicap en établissement. Les personnes ont en effet considéré que ces référents handicap parcours patients en établissement sanitaire, ils avaient un rôle clé à jouer pour accompagner les pratiques et ils ont eu envie de proposer une sensibilisation à comment agir en partenariat en santé avec les personnes en situation de handicap. Voilà, donc on espère que les 300 et quelques référents handicap de la région Occitanie verront ce webinaire, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais le verront au moins en replay. En tout cas, plusieurs d'entre eux nous ont rejoints. La problématique, c'est que beaucoup d'outils existent, des recommandations, des documents, des supports, mais ce qui semble manquer, ce qui manque, c'est une approche un peu globale du concept. Qu'est-ce que ça veut dire être en contact avec une personne en situation de handicap? Qu'est-ce que ça veut dire adapter l'accueil, la prise en soin tout au long du parcours? Donc voilà, les membres du comité de technique qui sont ici présentés, ils se sont rassemblés pour réfléchir à cette question. Donc là, vous avez toutes les personnes qui ont contribué, les structures. Avec la petite icône ordinateur, c'est les gens qui sont là aujourd'hui et qui vont intervenir à partir de tout de suite après et échanger avec vous à la fin. Et donc, avec leur diversité, leurs expériences, leurs savoirs, leurs ressources, leurs idées, ils ont proposé 7 propositions autour de tous les types de handicaps, visibles, invisibles, rares ou complexes. Donc, 7 messages clés génériques illustrés par des situations, problèmes, des actions mises en place ou à mettre en place de façon très concrète. Donc, aujourd'hui, ces personnes vont vous partager en binôme leurs propositions. La plupart du temps, ce sera un homme, une personne avec profil personne accompagnée ou proche aidant et une personne profil professionnel du système de santé. Et pour commencer, je laisse la parole à Laurence Lator et Anthony Ballat qui vont se présenter et rentrer dans le vif du sujet. À vous. Merci beaucoup. Merci Fabienne, donc c'est moi qui débute. Donc je suis Anthony Vallat, je suis directeur d'appui du pôle santé, précarité, handicap et dépendance de l'hôpital Lozère-Amande. Donc pour débuter ce webinaire, quelques informations. 12 millions de personnes vivent avec un handicap en France. Ils vivent avec différentes formes de handicap, physique, sensoriel, auditif ou visuel, mental, cognitif, psychique, telles que la schizophrénie, la bipolarité ou autres, et des maladies invalidantes telles que le cancer, le diabète, le sida, la sclérose en plaques, les maladies de Parkinson, les maladies respiratoires ou des troubles musculo-squelettiques et d'autres. L'inclusion ne repose pas seulement sur des lois, mais aussi sur la sensibilisation et la mobilisation des savoirs des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants.
C'est en cela que ce webinaire traitera du pourquoi et comment les savoirs des personnes en situation de handicap et leurs proches aidants doivent-ils être mobilisés pour pardon, pour que les collaborateurs des établissements, qu'ils soient médico-sociaux, sanitaires ou sociaux, connaissent et identifient les principaux handicaps et leurs caractéristiques pour améliorer la prise en soin. Donc, il y a un cadre légal qui est bâti sur la loi du 11 février 2005, dont nous venons de fêter les 20 ans. Dans cette loi, il y a l'article 2 qui pose la définition de la notion du handicap. Elle mentionne ceci: constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs formes physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Cette définition, contrairement à la loi du 30 juin 1975, étend la situation de handicap à tous les types de handicap et non plus au seul handicap moteur, et donne une notion de provisoire ou définitif du handicap. Toutefois, il est capital de mobiliser les savoirs des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants. L'enjeu est majeur, c'est lutter contre la stigmatisation et favoriser l'inclusion. Agir sur l'environnement plutôt que la personne, améliorer la formation des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée, briser les préjugés liés aux handicaps psychiques et invisibles. Pour cela, les savoirs des personnes en situation de handicap et leurs proches aidants permettent une expertise vécue. Les personnes en situation de handicap et leurs proches possèdent un savoir unique sur les obstacles rencontrés et les solutions adaptées. De sensibiliser les différents acteurs par une meilleure connaissance des handicaps permet d'adapter les environnements. Le référent handicap, quant à lui, a un rôle clé accompagnant toute personne exprimant une situation de handicap et pas seulement celle ayant une notification de la MDPH, de la Maison départementale des personnes handicapées, notamment en raison des retards de diagnostic, comme l'a précisé le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Je vais maintenant laisser la parole à Laurence. Bonjour, alors je suis Laurence Lator, je suis présidente de l'AFDAIM ADAPI 11 et mère de Mathilde qui vit avec une trisomie 21, ici en tant que patiente partenaire, membre du COPS. Alors pourquoi sensibiliser les acteurs des lieux de soins au handicap? Parce qu'on peut y vivre des situations conflictuelles ou d'incompréhension quand on est parent ou soi-même en situation de handicap, et parce que le professionnel du soin peut aussi partager un sentiment d'incompréhension ou d'incompétence. Donc, voici quelques exemples de situations. Alors, l'aidant n'est pas accepté pour accompagner la personne à la consultation et la personne qui vit avec un handicap a un trouble du comportement parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'elle n'a plus de repères, elle est inquiète par les blouses blanches ou tout simplement parce qu'elle a mal et elle a besoin d'être rassurée. Un autre exemple de situation, c'est quand la personne ou son aidant ne sont pas écoutés, quand ils expriment des difficultés à réaliser une action, prendre une certaine position pour un examen radiologique parce que le vocabulaire employé ne correspond pas au champ lexical de la personne. Par exemple, placer sa tête en extension, pour quelqu'un qui aurait un champ lexical réduit, c'est pas toujours compréhensible, ou parce que la personne en situation de handicap sait ce n'est pas possible pour elle de faire un transfert, par exemple, elle n'est pas entendue quand elle demande de l'aide et cela entraîne une chute. Une troisième situation, c'est quand le professionnel est mal à l'aise et ne sait pas comment s'exprimer face à la personne en situation de handicap. Il ne va pas s'adresser directement à la personne concernée par les soins, mais seulement à son aidant. Et là, je parle d'un exemple vécu, c'est quand l'ophtalmo nous a expliqué comment allaient se dérouler les opérations de la cataracte pour ma fille. Moi, j'ai eu l'impression que j'allais être opérée parce qu'elle ne s'est jamais adressée à ma fille. Alors, comment faire pour sensibiliser les acteurs des lieux de soins au handicap? Alors, le référent handicap, il peut s'associer à des personnes concernées, aux associations, avec responsabilité morale conjointe de s'adresser à l'ensemble des handicaps et des ressources du territoire. Il peut aussi organiser avec les personnes concernées des présentations au personnel des différents types de handicap et leurs caractéristiques, par exemple en mettant en place des vies ma vie, car c'est une manière très efficace de comprendre les difficultés vécues par les autres.
ou des formations flash ou sensibilisation, formation au handicap dans le système de soins en privilégiant les formations élaborées dans une démarche de partenariat en santé. Enfin, le référent handicap peut diffuser aux professionnels de l'établissement l'intérêt d'adopter une approche capacitaire plutôt qu'une approche déficitaire lors de la prise en soin de la personne. Anthony, je te rends la parole pour rappeler quelques... Merci. Quels seraient donc les effets bénéfices de la sensibilisation des acteurs? Donc déjà, une meilleure relation avec les usagers, améliorer la communication et la relation entre les patients et les soignants, lever les peurs mutuelles, que ce soit des côtés des soignés, mais également des côtés des soignants, faire connaître les difficultés et les droits de la personne en situation de handicap, développer et renforcer le sentiment de compétence des professionnels et enfin améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des différents professionnels. Du coup, je redonne la parole à Laurence. Alors, on voulait ici rappeler quelques points de vigilance. Il y a 80% des handicaps qui sont invisibles, ce qui concerne 10 millions de Français, et 57% des personnes ont des handicaps associés. C'est pourquoi les savoirs des personnes vivant avec un handicap et des proches aidants peuvent être mobilisés pour les exprimer et mieux accompagner dans les soins les personnes qui vivent avec un handicap invisible. Plus particulièrement concernant le handicap psychique, les personnes concernées vivent des situations très hétérogènes. Certaines d'entre elles peuvent ne pas demander de l'aide à cause de facteurs personnels ou environnementaux tels une inadéquation entre les besoins de la personne et l'accompagnement proposé, ou alors elles peuvent avoir un rapport altéré avec la réalité. Donc notre message clé, c'est qu'il est impératif de sensibiliser au handicap. Voilà, merci. Je laisse la parole à Isabelle Rosé et Gabrielle Henry si elles sont présentes. Merci Laurence et Anthony d'avoir tenu le timing. Alors du coup, est-ce que Isabelle et ou Gabrielle sont là? Bon, j'ai l'impression qu'elles sont peut-être pas encore là. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la slide Ah, suivante. On va voir si... je suis là, Ah, d'accord, c'est qui? mais mon micro. Un iPhone nous parle. Euh, Ah voilà, Gabrielle. Du coup, on vient d'apprendre que Isabelle pouvait peut-être pas être là. Du coup, est-ce que tu penses pouvoir présenter pendant 6 minutes ce que vous aviez préparé? On ne t'entend plus, Gabrielle. Vous parlez? Oui, Euh, c'est bon, vas-y. Du coup, on te laisse la voilà, parole donc pour j'avais la partie préparé ma partie, considérée. pas les deux, mais bon, pourquoi pas. Bon. Donc, ce que je dois parler de la manière dont il faut considérer les personnes en situation de handicap dans le soin pour qu'elles deviennent acteurs et participent vraiment dans leurs soins. Alors, moi, pour que les patients, en effet, ne se sentent pas jugés, discriminés et que même les aidants, comme la personne en situation de handicap ou même la famille, si elle est là, ne soient non plus dans l'inquiétude de comment ça va se passer, je dirais qu'il faut, suivre une règle des 4 E. C'est-à-dire qu'il faut que le soignant se sente dans l'empathie, fasse preuve d'empathie pour pouvoir écouter et encourager la personne en situation de handicap à elle-même avoir sa propre expression de son malaise, de ce qui ne va pas et de ses besoins, afin que le soignant puisse mettre entre parenthèses aussi le savoir qu'il met en pratique chaque fois selon un protocole. C'est-à-dire, en général, ils suivent des protocoles et des problématiques déjà rencontrées. Or là, il faut qu'il s'adapte à quelqu'un de nouveau qui a une problématique qui lui est unique. Donc c'est ça que pour avoir dispensé des soins réellement de qualité, il faut une alliance, une rencontre des 2 dans ce cadre-là. Vous m'entendez? Oui, 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 on t'entend. Tu peux continuer. Je suis obligée de toucher la touche sans arrêt, sans lâcher le doigt, parce que mon micro n'est toujours pas ouvert. Je continue. C'est ainsi que, comment dirais-je? Il faut considérer également que ce n'est pas forcément l'auxiliaire de vie qui l'accompagne
ou la famille qui détient vraiment la vérité pour expliquer comment il faut s'y prendre en pratique pour que la personne, surtout si elle ne peut pas s'expliquer, ça va être compliqué, ait mal ou souffre. Et des fois, elle ne peut pas justement expliquer son malaise. Voilà. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Parfois, on ne donne la parole qu'à l'auxiliaire de vie. Alors, j'ai oublié de dire, je suis moi-même en situation de handicap, pluri-handicap, mais notamment en fauteuil, à cause de gros soucis à la colonne vertébrale. Mais je suis également maman d'un enfant autiste intelligent, comme on dit maintenant, et moi-même également, HPI. Voilà. Donc, tous ces soucis que nous avons eus dans le parcours de santé nous font un peu plus sachant sur les difficultés à essayer de dépasser pour pouvoir rencontrer, d'être acteur de ces soins avec des soignants qui soient acteurs du soin, j'ai envie de dire, avec nous. Voilà. Donc je voulais dire aussi que moi je fais partie d'ATD, c'est-à-dire de l'association Aide à toute détresse, et on s'occupe de la santé pour les personnes qui sont dans une situation de pauvreté. Il arrive parfois que ces personnes se sentent aussi mal reçues ou mal comprises dans les établissements recevant le public pour les soins. En effet, il y a la honte, il y a l'incapacité à avoir les mots justes, à pouvoir s'expliquer, et très souvent, ils ont une carence d'accès aux soins, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas l'habitude d'expliquer ce qui leur arrive et d'être soignés. Donc ils arrivent souvent en urgence. Voilà. Ça, c'est aussi un paramètre, je pense qu'il faut que le soignant aille, dans la globalité de la personne, prenne en considération aussi le milieu social, qui est parfois, pas forcément, comment dirions-nous? Protecteur et aidant. Et ceci aussi bien dans le milieu des personnes pauvres, que cela peut arriver dans des milieux qu'on pourrait considérer comme, bien insérés, mais où la personne peut, dans sa famille, être maltraitée ou négligée. Et ça, elle va pas vous le dire, elle va pas le dire aux soignants. Donc il faut une écoute vraiment, plus de la personne en situation de handicap. On a, l'habitude de considérer qu'une personne en handicap psychique va tantôt être capable de dépasser son déni pour être participant, ou alors, peut arriver, à avoir des hauts et des bas dans la journée quant à sa capacité de supporter l'environnement humain, bruyant ou autre. C'est encore des caractéristiques à prendre en compte. Voilà. Moi, j'avais un enfant qui, supportait pas qu'on me fasse sortir de la salle, par exemple, et à ce moment-là, se mettait à gesticuler et à vouloir sortir tout de suite. Donc là, il faut une approche, en amont. Il faut préparer vraiment soigneusement comment va se passer, le la véritable consultation de soins. Donc il faut un amont, un avant, un pendant et un après également. Pour le préparer, je pense qu'il faut une équipe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit que le médecin. Il faut qu'au préalable, il y ait eu plusieurs rencontres pour adapter, à la situation personnelle de l'enfant, de l'adolescent ou de la personne, comment on va pouvoir lui parler, comment on va pouvoir être, enfin je parle du soignant, être compris avec des mots simples par la personne. Alors, selon l'état effectivement, comment dirais-je? Émotionnel ou bien même, sa compréhension du langage, il y a des personnes qui ont envie de savoir vraiment, précisément, ce qu'elles ont pour pouvoir mieux être à même, je parle de mon handicap physique par exemple, pour être mieux à même de vivre avec son problème d'incapacité à faire, voilà. Ou la prise en charge de son quotidien pour essayer de dépasser le manque d'autonomie. Je ne peux pas parler à la place des gens qui ont pris en charge des personnes avec un handicap mental, je suis limitée là-dessus et enfin, autre que ce que je connais, je veux dire par là. Voilà, donc je pense qu'il y aura d'autres personnes qui pourront s'exprimer là-dessus. Enfin, je pense que pour continuer ensuite, il faut avoir un suivi, que la personne soit assurée après qu'on lui ait expliqué le diagnostic, le traitement qui va être fait, toujours en écoutant ce qu'elle peut dire de sa compréhension ou de ses questions, son questionnement, elle ou avec, la participation bien évidemment non exclue dès le départ de son auxiliaire de vie ou éventuellement de la famille qui l'accompagne. Il faut que ce soit chaque personne, quel que soit son rôle dans la situation d'accompagnement ou de vie avec,
qui puisse discuter et poser des questions avec le soignant pour que ce soignant puisse être sûr que ce qu'il avait à dire sur le traitement à suivre soit réellement compris et puisse être fait par la suite. Enfin, je pense qu'il faut un suivi après la consultation, parce que souvent on vous dit, bon ben voilà, vous avez l'ordonnance, le traitement, vous allez faire ça, 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 ça et ça, et puis au revoir. Et donc, si on a un questionnement après coup, ben, on ne sait pas comment faire avec ce questionnement, parce que c'est après difficile de joindre le soignant. Donc ça aussi, il faut que je pense, dans ces cas-là, la relation puisse perdurer un petit peu après, le temps du soin à faire, quoi, ou des soins à faire. Voilà, je Très remplace bien. quelqu'un, donc je fais avec mes mots. Bah, merci Je suis beaucoup. peut-être pas du tout exhaustive, je m'en excuse. Merci beaucoup, Gabriel. Du coup, ce qu'on vous propose, il y aura une page web ressources en même temps que le replay du webinaire dans quelques jours et on mettra tous les contenus qui ont été co-préparés par les Voilà. membres du groupe. Merci beaucoup, Gabriel. Et du coup, maintenant, on va passer à la troisième proposition par Cécile Chalet. Et France de Pérignon de Café Autisme n'est pas là aujourd'hui, mais Cécile Chalet le savait déjà, du coup, elle a pu se préparer. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, me présente Cécile Chalet. Je suis référent handicap du CHU de Nîmes et j'ai travaillé avec France de Pérignon, qui, je crois, est aidante et malheureusement, compte tenu, il y a une forte synchronicité avec notre présentation, compte tenu de son rôle d'aidant, n'a pas pu se libérer pour être à nos côtés. Alors, comment favoriser l'accès aux soins des personnes en situation de handicap? Eh bien, un axe fort, c'est en favorisant et en formalisant la présence des aidants, qu'ils soient des aidants proches ou des professionnels, parce que chacun apporte une expertise unique et indispensable. Et les référents handicap jouent un rôle clé, et nous leur proposons de mener 5 démarches. D'abord, reconnaître et valoriser l'expertise des aidants. Ensuite, standardiser leur identification dans le dossier patient, puis mettre en place des protocoles d'accueil et de collaboration, faciliter l'accès aux ressources d'information et de soutien. Et enfin, ce qui est important, promouvoir la santé des aidants. Pourquoi, comment? C'est ce que nous allons voir. Alors d'abord, la première action que nous présentons, c'est reconnaître et valoriser l'expertise des aidants. Pourquoi? Je vous poserai quelques questions. Comment organiser une sortie à domicile sans s'assurer des ressources que la personne trouvera chez elle et des contraintes de ses difficultés? De la même manière, comment organiser un transfert dans un établissement médico-social? Nous avons besoin systématiquement, en tant qu'experts de santé, de l'expertise technique des aidants professionnels qui, eux, vont avoir une connaissance approfondie des besoins médicaux, des besoins psychologiques et sociaux, Gabriel en parlait, des personnes handicapées. Et puis, qui mieux que les aidants proches auront une connaissance intime de la personne handicapée, qui va connaître son quotidien, ses habitudes, ses préférences, ses difficultés, tout ce que le patient, la personne handicapée, n'osera pas exprimer. Et pourtant, on le constate tous les jours, le rôle des aidants proches ou des aidants professionnels est trop souvent sous-estimé. Ils ne sont pas systématiquement considérés comme de véritables partenaires. Alors, comment en fait reconnaître leur rôle d'expertise? Nous proposons 3 axes. Premièrement, organiser des actions de formation et de sensibilisation pour les personnes... pardon, mon téléphone en même temps, voilà. C'est les aléas du direct. Donc, premièrement, organiser des actions de formation et de sensibilisation à la prise en charge des personnes en situation de handicap. Mais dans ces actions de formation, prévoir un module pour expliquer le rôle, la place de l'aidant, proche ou professionnel. Et deuxièmement, inclure dans les formateurs des aidants. C'est une action que nous menons actuellement au CHU de Nîmes. Deuxième action concrète à envisager, favoriser la paire aidance et officialiser le statut d'expertise aidant. La Haute Autorité de Santé préconise un certain nombre d'actions. C'est vrai que c'est extrêmement important et vous pouvez, en tant que référent handicap, prendre la tâche des équipes médicales, par exemple, pour reconnaître pleinement les compétences des aidants dans les programmes d'éducation thérapeutique. Et enfin, un élément important en la matière, les référents handicap sont chargés de mettre en place une commission handicap. Il est vraiment intéressant de les intégrer, les représentants des aidants proches et professionnels, à cette commission handicap pour intégrer leur expertise et leur vision de l'élaboration des politiques de soins. Deuxième axe, identifier les patients dans le dossier patient.
Les aidants, pardon, dans le dossier patient. Pourquoi se poser une question pareille? Ben parce que très souvent, ils ne sont pas véritablement identifiés. Et comment les associer s'ils ne sont pas là? C'est dommage de programmer un retour à domicile trop rapide qui va se finir par une réhospitalisation tout aussi rapide parce qu'on n'avait pas consolidé la prise en charge. C'est dommage de gérer une crise de colère d'une personne hospitalisée en consultation parce qu'on s'est privé d'un médiateur dans la communication et dans la gestion de l'attente. C'est une grave erreur de ne pas évaluer correctement la douleur d'une personne handicapée parce qu'on est passé à côté d'une personne qui pouvait nous aider à communiquer avec elle. C'est dommage de passer à côté d'un diagnostic parce qu'on n'avait pas recensé tous les éléments. Alors, maintenant que vous avez compris pourquoi il est important d'intégrer les dents, voilà des propositions d'actions concrètes. Tout d'abord, déployer des fiches de liaison uniformisées. Ça fait partie des choses qui sont demandées la plupart du temps aux référents handicap. Alors, ces fiches, elles vont recenser les besoins spécifiques de la personne handicapée, ses antécédents médicaux, mais il est important d'intégrer dans cette fiche de liaison tous les éléments relatifs aux aidants, les aidants professionnels et qui est là tous les jours, qui va les aider à la toilette, au repas, dans les déplacements, etc. Voilà, ça, ce sont des éléments importants. Troisième action que nous vous proposons, mettre en place des protocoles et de collaboration. Pourquoi? Eh bien, parce que ce soit aux urgences, en hospitalisation, en consultation, on a toujours des difficultés pour assurer la gestion de l'attente. Gabriel en parlait tout à l'heure à propos de son fils, ou pour recueillir les besoins de la personne handicapée. En hospitalisation, on a souvent besoin des aidants pour l'aide au repas, pour assurer la gestion du stress, l'accompagnement psychologique. D'accord? Donc, comment mettre en place des actions concrètes? Nous vous proposons plusieurs pistes. Tout d'abord, formaliser la présence et le rôle des aidants par des protocoles. C'est quand même assez courant aujourd'hui, par exemple dans les services des urgences, de protocoliser la présence des aidants en les identifiant et en les associant et en leur permettant d'être présents tout au long de la prise en charge. La même chose peut être également examinée pour les consultations, mais également pour les hospitalisations, pour les blocs. D'accord? Et puis, un élément important aussi, c'est la présence la nuit des aidants, des accompagnants durant l'hospitalisation. Il est important pour un établissement de pouvoir le protocoliser et s'il n'a pas de chambre spécifique, de mettre en place des dispositifs qui permettent de rassurer la personne handicapée. Nous avons eu un exemple au pseudonyme, par exemple au service d'imagerie qui avait proposé au personnel oui, du SAMSA d'assister à ces rendez-vous. Quatrièmement, faciliter l'accès aux ressources d'information et de soutien. Pourquoi? Ben parce que être aidant, c'est le parcours du combattant, notamment pour l'aidant proche. Des démarches administratives, un besoin de soutien psychologique, c'est toute leur vie qui est bouleversée et qui est envahie avec des risques de burn-out. C'est pourquoi des actions concrètes sont proposées. Suivez le conseil que vous donnez aux aidants. Sortez de votre isolement. Signez des conventions de partenariat avec les espaces ressources lorsqu'ils existent. Organisez des permanences. Amenez vos partenaires à l'hôpital car les déplacements de l'aidant sont précieux et il pourra apprécier de les rencontrer à l'hôpital. Et enfin, dernière action proposée, promouvoir la santé des aidants. Comme les aidants sont épuisés physiquement, psychologiquement, ils s'oublient. Souvent, ils reportent leurs propres besoins de santé. Comment programmer une hospitalisation, une consultation? Comment aller aux urgences quand vous avez une personne handicapée qui est avec vous? Cela augmente le risque d'épuisement. Les actions concrètes à envisager, c'est former les équipes pour repérer les signes d'épuisement de l'aidant. Et j'appelle votre attention sur le fait que l'AHS a sorti un guide récemment sur la question. Mettre en place des solutions de relais, ça ne se fait pas seul, avec des établissements médico-sociaux et des associations. Et puis, I have a dream, à terme, formaliser des parcours de soins dédiés aux aidants, permettra à ceux-ci de se ressourcer et d'être plus efficaces aux côtés des personnes handicapées. Et je passe la parole. Merci beaucoup, Cécile, et son dream. Donc maintenant, c'est Philippine Rodier-Myrtille Thomas pour la partie préparer la venue d'une personne en situation de handicap avec elle et son proche aidant. Bonjour, moi je suis Myrtille Thomas, je suis vice-présidente de Café Autisme. Je suis maman d'un enfant TSA et je suis moi-même concernée par le TSA.
Donc, préparer la venue d'une personne en situation de handicap avec elle et son proche aidant. On a fait situation problème, donc accueil dans le parcours. Donc, on va parler des personnes TSA, du trouble du spectre de l'autisme, TDI, du trouble de développement intellectuel et des TND, des troubles neurodéveloppementaux. Donc, la situation problème. Dans un premier temps, donc, comprendre les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap souffrant donc, de TSA, TDI, TND ou rencontrant des difficultés d'accès à la langue française. Sensoriels, comportementaux, cognitifs par exemple, qui rendent l'accueil et l'évaluation et le parcours de la personne en situation de handicap plus compliqués, difficulté de la personne en situation de handicap à s'exprimer, les besoins et la souffrance. Communication altérée pour certains profils, TSA, TDI et TND, par exemple pas de verbalisation ou besoin de clarification répétée. Comportements et manifestations difficiles à gérer, par exemple stress, agitation, gestes répétitifs, stéréotypie, surcharge cognitive à cause des lieux inconnus, ce qui occasionne des complications potentielles dans la venue de la personne en situation de handicap et de son proche aidant. Alors, quelles sont les perspectives pour la personne en situation de handicap? Donc, dans un premier temps, une communication adaptée, par exemple, pas de vérification de la compréhension, présence d'un interprète si besoin, jargon médical, manque de clarté dans la signalisation. Deuxièmement, manque d'adaptation sensorielle, salle d'attente bruyante, lumière vive, pas de possibilité pour s'isoler. Ça, c'est plus pour les TSA, TDI, TND. Non-respect des besoins, forcer un contact physique ou appeler par le prénom sans demander auparavant. Pas de rythme de pause. Donc, pareil pour les TSA, TDI, TND. Aménagement des rendez-vous d'heures d'affluente, attente malgré la CMI, donc la carte mobilité inclusion. Communication pour prise de rendez-vous inadéquate par téléphone uniquement. Donc, ça, c'est compliqué. Et manque de considération sur les besoins spécifiques, mauvaise interprétation des stéréotypies qui ont pour but d'apaisement, pas d'adaptation du discours, mauvaise interprétation ou ignorance des comportements liés au stress ou à la surcharge cognitive, pas de traduction de la signalétique. Perspective du proche aidant, donc manque de considération lors de l'accueil de la personne en situation de handicap. Remarques déplacées ou culpabilisantes, vous êtes trop stressé, vous devriez ignorer la charge mentale, émotionnelle et la fatigue du proche aidant. Pas de solution alternative dans les situations de crise. Pas d'accompagnement systématique. Ne pas reconnaître la difficulté d'enchaîner les démarches et rendez-vous sans répit. Déconsidérer les émotions du proche aidant. Laisser le proche aidant traduire des informations sensibles ou médicales à sa personne en situation de handicap, sachant qu'elle gère déjà le handicap de sa personne, de son proche. Par exemple, un enfant qui est là pour traduire pour les parents. Et je passe la main à Philippine. Bonjour, donc moi c'est Philippine, je suis chargée de mission au Centre support en réhabilitation psychosociale d'Occitanie-Est. Donc à Montpellier, on est rattaché au CHU de Montpellier. Nous, en tout cas, ce que j'allais vous proposer en termes d'actions mises en place pour préparer la venue d'une personne en situation de handicap avec son proche aidant, c'était vraiment d'anticiper sa venue. Donc déjà, d'anticiper sa venue au niveau des aménagements de la salle, donc prévoir des espaces calmes, des créneaux de consultation dédiés également. Et puis, ça serait aussi anticiper la venue dans le fait de proposer une visite préparatoire des locaux, soit ce qu'on pourrait appeler des rendez-vous blancs, ou en tout cas des rendez-vous d'entraînement, prévoir des rappels des rendez-vous plutôt par des canaux style SMS ou WhatsApp. En tout cas, éviter le téléphone si la personne ne se sent pas à l'aise avec les appels. Après, dans tout ce qui est anticipation de sa venue, on peut proposer également ce qu'on appelle des fidgets, donc des objets pour lutter contre le stress à manipuler au besoin ou préparer des casques anti-bruit selon la personne. Et après, il y aura tout un pan sur l'adaptation de son comportement en tant que professionnel de santé. Adaptation de son comportement, mais également de sa communication. Donc, plutôt proposer une communication en utilisant des pictogrammes ou
traduire en FALC ces supports. Donc, FALC, c'est facile à lire et à comprendre. Et donc, on peut, par exemple, traduire le parcours de soins dans nos structures en FALC. Sinon, c'est vérifier régulièrement la compréhension de la personne, surtout si la personne a des difficultés d'accès à la langue française. Et si c'est le cas, prévoir un interprète au moment du rendez-vous. Et idéalement aussi former et sensibiliser les professionnels de santé à l'accueil des personnes en situation de handicap, notamment sur tout ce qui est troubles du spectre autistique, TDI, donc troubles du développement intellectuel ou des autres troubles neurodéveloppementaux. Et en fait, toutes ces actions, ça permet déjà d'améliorer la prise en charge parce qu'on propose à la personne une prise en charge respectueuse d'elle, de son fonctionnement, et ça permet à terme de réduire le renoncement aux soins et la réduction des retards de diagnostic. Vu qu'on écoute la personne et qu'on s'adapte à son fonctionnement, la personne se sent plus écoutée et ça facilite l'accès aux soins et la continuation dans les soins. Donc, les points de Merci. vigilance. Ah. La diversité des particularités liées donc au TSA, au TDI, au TND et leurs comorbidités physiques, sensorielles, cognitives, psychiques, le risque de stigmatisation et d'infantilisation. Généraliser la venue peut conduire à des stéréotypes ou à des attitudes paternalistes. Cela peut aussi exclure la personne en situation de handicap et son proche aidant de la co-construction du parcours de soins. Respecter les singularités de chaque personne en situation de handicap, la venue doit être adaptée en tenant compte des préférences, des capacités et des attentes spécifiques. Simplification de la communication, écoute active, comprendre les besoins particuliers au-delà du handicap, un dialogue inclusif, une flexibilité organisationnelle. Et ne pas imposer d'interprète si la personne en situation de handicap ou l'aidant ne le souhaite pas. J'ai terminé. Merci beaucoup Myrtille et Philippine pour cette partie-là. Et du coup, maintenant, on va donner la parole à Annick et Julie et du coup à l'interprète en langue aussi. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Annick Sesquin, je suis directrice des soins à l'ASEI et je suis accompagnée de Julie Egobrou qui prendra la parole en suivant. Donc, on a fait le choix de vous présenter une vignette en lien avec les conditions matérielles qui permettent d'améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap au sein des services de soins. Et on est parti sur une situation aux urgences d'une personne porteuse de troubles du neurodéveloppement qui serait en attente d'un examen médical. Et sur le focus de cette vignette, l'intérêt était de réinterroger les conditions dans lesquelles ces personnes sont accueillies et comment on peut les améliorer. Donc, en première intention, comme ça a déjà été évoqué, ces lieux d'accueil et ce contexte d'accueil aux urgences est un lieu où il y a plutôt du bruit, où il y a plutôt une ambiance assez bruyante, effectivement, et une lumière pas toujours adaptée. L'idée est que ces personnes ont besoin plutôt d'un espace d'accueil qui soit au contraire plutôt calme, avec une lumière plutôt non importante. Et donc l'idée, ça va être de permettre à cette personne de pouvoir, dès le départ, être accueillie dans ce type de locaux qui soit plus adaptés. Alors peut-être un box un petit peu à l'écart, qui lui permettent de pouvoir s'isoler de cet environnement de stress, de peut-être aussi faciliter son repérage dans les lieux à travers la signalétique qui va être faite, de favoriser sur tout ce qui va être les éléments d'information qui vont être affichés, une signalétique complétée par du FALC, donc du facile à lire et à comprendre, par des pictogrammes, pourquoi pas des points audio, qui permettront à ces personnes et à leurs aidants de pouvoir mieux comprendre les lieux dans lesquels elles sont et pouvoir se repérer dans ces lieux. Dans l'espace qui sera adapté, l'idée est de permettre à la personne qui accompagne, si cette personne en situation de handicap le souhaite, qu'elle puisse rester et qu'elle puisse participer sur ce temps de consultation et ce temps d'examen, que l'on favorise le fait aussi que les professionnels qui accueillent ces personnes aux urgences soient des personnels formés,
mais formés avec également une possibilité d'avoir le temps suffisant pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ces personnes, de pouvoir donner l'information et peut-être la reformuler si elle n'a pas été bien comprise, avec aussi des supports et des outils qui existent à travers les outils de Coacti Santé, de Santé BD, tout ce qu'on peut trouver sur HandiConnect, qui sont à la disposition de tous et que les référents handicap des établissements peuvent largement utiliser. La posture de l'aidant va permettre aux professionnels, si c'est le choix de la personne en situation de handicap, de pouvoir peut-être traiter des éléments d'information administrative et de pouvoir focaliser l'attention du soignant auprès de la personne en situation de handicap pour recueillir ses craintes, de comprendre ses incompréhensions et de reprendre ça avec elle. L'idée de cet aménagement-là, c'est aussi, quand c'est possible, de pouvoir, une fois que les référents handicap ont pu travailler au sein de leur structure, pouvoir peut-être le tester avec des personnes en situation de handicap qui vont pouvoir faire des retours très pratico-pratiques, des adaptations prévues et de leur effet ou de leur utilité. Je prends pour exemple, mais on pourra peut-être y revenir par la suite, à l'UCT Oncopole, où nous avons travaillé avec l'ASEI sur l'aménagement et sur l'accompagnement du parcours de prise en charge des personnes en situation de handicap, y compris les personnes en situation de déficience intellectuelle ou de troubles neurodéveloppement. Donc, l'intérêt de ces aménagements-là, ça va permettre de diminuer le stress de la personne, ça va lui permettre de mieux adhérer aux soins, de pouvoir mieux comprendre les propositions de soins ou d'examens que l'on va pouvoir leur faire en utilisant tous les outils adaptés et de permettre de pouvoir réaliser le soin dans les meilleures conditions. L'aidant étant toujours là aussi, si la personne le souhaite, pour peut-être dédramatiser les examens qui vont avoir lieu et la présentation des conditions de leur réalisation. Le point de vigilance, c'est aussi quand on est aux urgences et qu'on est en attente d'un examen, pour toute personne, mais encore plus quand on est une personne peut-être qui a du mal à percevoir ce qui se joue autour d'elle, c'est de venir régulièrement auprès des personnes soignées pour pouvoir reprendre avec elles où on en est dans la démarche de prise en charge, dans quelles conditions l'examen se déroulera et dans quel délai. Et je passe la parole à Julie pour la suite. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Julie Egoburu. Je suis moi-même à l'association AFD, Association fédérale de diabète, et je suis à Toulouse, étant moi-même diabétique. Et donc, je prends la suite de ma collègue pour vous dire qu'effectivement, on peut améliorer les signalétiques au niveau de l'accueil. En fait, on avait proposé 5 points. C'est d'abord, donc, comme on en a parlé, le FALC, facile à lire et à comprendre, pour éviter les incompréhensions des personnes en situation de handicap. Et on peut aussi mettre des signaux lumineux pour les personnes sourdes ou malentendantes, ou bien des systèmes sonores pour les personnes malvoyantes. L'autre idée était également pour les personnes sourdes ou personnes aveugles, donc c'était vraiment de mettre quelque chose soit de visuel, soit de sonore. Alors, par exemple, quand on a des escaliers, vous savez, on met tout ce on parle de bandes podotactiles. Donc ça, c'est très important d'en mettre un peu partout, mais on peut aussi les colorer pour les personnes qui n'ont pas de problème qui ne sont pas complètement aveugles. Et il faut également penser aux personnes en fauteuil roulant, donc besoin d'ascenseur évidemment, et de portes très larges. Voilà, je repasse la parole à ma collègue. Alors, en conclusion, l'important dans cette situation-là, c'est de prendre en compte le besoin de la personne et chaque fois que possible, d'adapter effectivement les conditions dans lesquelles on va l'accueillir et la prendre en soin, avec parfois des adaptations qui ne sont pas forcément très complexes, mais qui peuvent se réaliser sans trop de difficultés pour faciliter l'accès aux soins de ces personnes. Merci beaucoup, Julie et Annick. Alors maintenant, on passe à la sixième, proposition, mettre en place une communication adaptée pour accueillir et accompagner la personne en situation de handicap qui va nous être présentée par Dorothée Méric du CHU de Toulouse.
Bonjour à tous. Alors, je voulais excuser mon binôme qui ne pouvait pas être là finalement aujourd'hui. Et donc, je vais le présenter toute seule. Je vais essayer d'être fidèle à tout ce qui a été dit, puisqu'on a travaillé avec un groupe de personnes. Donc, moi, je suis Dorothée Méric. Je coordonne l'activité des associations de patients à la direction de la qualité au CHU de Toulouse. Et à ce titre, je suis investie également dans la commission handicap du CHU. Cécile Chalet en parlait, dans la commission handicap du CHU, que j'anime aussi avec de nombreuses associations de personnes concernées par le handicap. Alors donc, je me fais donc ce porte-parole du groupe qui a donc plus particulièrement réfléchi sur les problématiques de communication, mais tout au long là, des exposés, on a déjà beaucoup parlé de la communication, donc peut-être qu'il y aura pas mal de choses qui seront donc répétées. Donc, on est parti de plusieurs constats. Tout d'abord, la personne peut ne pas se sentir concernée par les soins, car la personne peut être dans le déni du handicap ou dans l'incapacité de comprendre ce qu'on lui dit. Donc, tout pourrait reposer sur les dents. Alors, ensuite, l'accès aux soins est rendu difficile du fait de la complexité de l'outil digital pour la prise de rendez-vous, la méconnaissance parfois du schéma corporel de la personne en situation de handicap, la difficulté à se déplacer dans l'espace au vu des environnements inadaptés. On en a déjà parlé, d'une signalétique souvent non adaptée, ainsi que beaucoup de bruit, de lumière dans les établissements de soins, donc particulièrement pour les personnes déficientes intellectuelles, autistes ou présentant des troubles sensoriels. Troisième constat, l'incompréhension de la personne vis-à-vis des soins et la durée des soins, etc. Elle peut être problématique et à l'origine d'une relation non compliante. Et quatrième constat, la charge émotionnelle liée à l'annonce des diagnostics parfois décuplée et la complexité des informations ne permettent pas toujours à la personne ou à son aidant de se rappeler tout ce qui a été dit lors du rendez-vous. Au vu de ces constats, nous proposons des idées et actions à mettre en place pour favoriser la communication avec une personne en situation de handicap. Il nous paraît important tout d'abord d'informer tout le personnel soignant et médical que la personne vivant avec un handicap a besoin qu'on s'adresse à elle directement pour lui expliquer son parcours de soins. Il convient alors de s'adresser à la personne vivant avec un handicap avec des mots simples pour lui expliquer son diagnostic et les soins nécessaires pour sa guérison, sans oublier de vérifier sa compréhension, soit en priorité auprès d'elle-même ou bien auprès de son aidant. N'hésitez pas à vous appuyer sur des outils de communication existants tels que les pictogrammes thématiques, santé BD, etc., tout ce qui a été déjà dit auparavant. Il nous paraît également important de systématiser un écrit simple avec le diagnostic et les conseils pour le retour au domicile afin de proposer une aide au patient ainsi qu'à son aidant en sortant de la consultation. Par ailleurs, il ne faut pas hésiter à utiliser toutes les méthodologies de communication qui existent pour faciliter la communication, donc telles que le FALC, on en a parlé, en utilisant donc facile à comprendre en utilisant des phrases courtes. La CAA, la communication alternative améliorée, il s'agit d'outils qui remplacent ou complètent la parole naturelle avec des signes, des symboles, des tableaux, des synthétiseurs vocaux. Lorsque la personne est privée de parole, par exemple, ainsi que de systématiser la sollicitation aux interprètes en langue des signes française et ou en langue étrangère. Il convient également au référent handicap de créer un inventaire des outils et des supports adaptés existants au sein de l'établissement et de le mettre à disposition des personnels dans les établissements de santé ou médico-sociaux tout au long du parcours de soins. Et si possible, on a noté, si possible, dès la première interaction pour éviter un premier frein dans la prise en soin. En ce qui concerne les effets et bénéfices d'une meilleure communication, bien sûr, il est évident que le patient se sentira davantage concerné par les soins et deviendra acteur de sa santé si la communication est favorable. Une bonne compréhension des informations pourra également faciliter le quotidien de l'aidant familial ou professionnel. En parallèle, favoriser une meilleure communication aura pour effet de déculpabiliser le professionnel de santé prenant en charge la personne en situation de handicap. Les outils notamment pourront l'aider à communiquer de façon plus satisfaisante. Pour finir, une meilleure compréhension aura pour effet de rassurer les personnes en situation de handicap et permettre le suivi des soins au domicile au moyen donc d'outils adaptés avec le soutien de l'aidant. Néanmoins, nous vous signalons quelques points de vigilance, à savoir qu'il est important de faire attention à ne pas infantiliser le patient, ne pas mettre en doute la parole du patient au vu de son handicap. En effet, la méconnaissance du handicap peut engendrer chez le soignant une posture parfois inadaptée face au patient.
Attention également de ne pas présupposer de l'aide à apporter à la personne en situation de handicap en fonction du handicap dont la personne n'a pas nécessairement besoin d'un support adapté. Elle peut être elle-même actrice de sa santé, par conséquent ne pas avoir besoin d'un aidant ou d'autres supports. Et enfin, il est important de mesurer le temps accordé aux personnes en situation de handicap et de son aidant si nécessaire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Dorothée. On arrive maintenant à la dernière proposition, numéro 7. L'échelle de la douleur est différente selon les personnes. Les savoirs des personnes en situation de handicap et des proches aidants doivent être mobilisés pour la prendre en compte. Avec Philippine Rodier et Alain Combe. Allô? Oui, Oui, Alain j'entends. Combe? Oui, on vous voit, on vous entend. Je ne sais pas si on me voit, on m'en entend. Bon, j'y vais. Bon, d'abord, la première des choses que je voudrais faire, puisque tout a été dit, à mon avis, c'est de remercier chaleureusement déjà, bien entendu, Fabienne et son équipe, qui ont mis tout ça en musique, les intervenants, qui ont tous apporté quelque chose d'intéressant. Je pense à tous les intervenants et peut-être en particulier à Laurence Lator, à Gabriel Henry, à également un regret, c'est que tout le monde dans le milieu médical ne soit pas comme Cécile Chollet. Bon, mais ça c'est un regret personnel. Alors moi, il faut que je me présente. Je suis papa, donc bénévole, papa d'un grand garçon en situation de handicap mental, c'est-à-dire qui comprendra certaines choses, mais pas tout. Et donc, il est le premier à m'étonner dans sa capacité à comprendre, comme particulièrement ce qu'il ne faut pas comprendre. Alors là, il est très fort. Mais pour Ah, comprendre ce qu'il faut, il est souvent nécessaire que je sois là, effectivement. Alors, par rapport ah, à sa perception de la douleur, j'ai des épisodes dont je peux parler en tant qu'aidant bénévole, en tant que papa, mais aussi dans mon parcours, j'ai eu un moment où j'ai été en responsabilité d'une association spécialisée dans le monde du handicap. Et, et à ce titre, j'ai eu, en étant présidente de cette association, très souvent des coups de fil de directeurs d'établissement, on en a une trentaine à peu près aujourd'hui, qui me racontaient des anecdotes qui se sont produites dans des consultations, que ce soit aux urgences, que ce soit en imagerie médicale, que ce soit dans n'importe quel circuit sanitaire, des situations qui m'ont fait hurler et donc très au-delà de ce que j'ai rencontré moi-même en tant qu'aidant de mon fils. Par rapport donc, pour y revenir à la question de la douleur, j'ai constaté moi-même qu'il avait un ressenti de la douleur qui me paraissait différent, un ressenti différent par rapport à moi-même ou d'autres personnes autour de moi sans ce type de handicap. J'ai l'impression qu'il avait un seuil de douleur bien plus élevé que le mien. Et Dieu sait si j'ai été très souvent en milieu hospitalier, suite surtout à des accidents. Mais lui a eu un jour une expérience à laquelle j'ai assisté en direct, qui a été très douloureuse, qui devait être très douloureuse, une expérience d'un banc en bois qui lui est tombé sur le pied, et je crois que c'était le pied gauche, il devait avoir une dizaine d'années, et c'est en se mettant les mains à la tête que j'ai compris que c'était sérieux, parce que de lui-même, euh, il n'aurait pas su s'exprimer ni montrer à quel endroit il avait mal. Et donc avec mon épouse, on l'a ausculté et on a compris ce qui se passait. Il avait effectivement l'ongle de, du, de l'orteil, du pouce du pied gauche, je crois, qui avait sauté. Et c'était donc extrêmement douloureux, comme toutes les extrémités. On l'a amené de toute urgence
donc au service des urgences à l'hôpital de Sète, où par chance, nous sommes tombés à un moment où il y avait dans le service d'accueil, il y avait quelqu'un que nous connaissions et qui a tout pris en main. Et donc déjà à ce moment-là, on s'est rendu compte de l'importance du correspondant handicap. Il a tout de suite compris ce qui se passait. Il s'est débrouillé pour faire venir en consultation un, un chirurgien qui tout de suite a regardé, un chirurgien orthopédiste, le pied de mon fils et a tout de suite compris et nous a demandé à mon épouse et moi-même si nous souhaitions remettre la matrice de l'ongle à sa place, la recoudre, ou si on laissait tomber et qu'on soignait simplement la plaie. On s'est regardés tous les deux et comme on n'y connaissait rien, on s'était dit simplement, peut-être que si la nature a prévu que le pouce soit protégé par un ongle, c'est peut-être pas pour rien. Donc il vaudrait peut-être mieux lui recoudre la matrice pour que l'ongle progressivement, avec les années, repousse. Et c'est donc la décision que nous avons prise. Ça s'est très très bien passé parce que nous étions là. Et donc tout ce qui a été dit sur les aidants et le rejet des aidants est tout à fait important à souligner parce qu'on ne peut véritablement euh, procéder aux soins nécessaires que si la personne est rassurée, si on peut lui chanter des comptines si on en a besoin, si on est à son côté de A à Z. Voilà ce que je voulais dire concernant la douleur. Je pense qu'il a supporté ce qui était insupportable pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et je tiens à remercier Philippine qui a fait un très gros travail de synthèse et qui a surtout bien résumé un document que je n'ai pas sous les yeux, mais c'était un très bon travail qu'elle a fait et un travail qui permettait à la fois de résumer l'importance de la formation des correspondants handicap et l'importance euh, de considérer que tous ces petits investissements relevaient simplement de l'intelligence collective et du bon sens, et ce n'était pas forcément des dépenses, mais des investissements. Donc merci mille fois à Philippine Rodier qui Ben, a fait merci un bon beaucoup. travail. Juste, je vais peut-être, merci beaucoup Alain, je vais juste reprendre sur les actions mises en place, vous les avez sur le diaporama, mais peut-être sur les points de vigilance, où en fait dans le milieu du soin, on a tendance à délaisser les soins dentaires qui sont des fois très mal tolérés et qui causent beaucoup de douleurs également. Et j'aimerais penser aussi pour les personnes concernées aux soins gynécologiques. C'est des zones donc intimes auxquelles on ne pense pas forcément. Et en termes de prévention, il y a des choses à faire et des choses à améliorer. Après, ce qui est important aussi, c'est de s'adapter à la personne, c'est de pouvoir, là par exemple, Alain le disait très bien, c'est le chirurgien, s'est adapté, a pris la parole d'Alain et de leur fils en compte. Et ce qui est aussi important, c'est de sortir des représentations clichés, de rester toujours dans l'écoute de la personne, même si elle peut sembler en situation de crise psychique ou en tout cas perdre son discernement. C'est tout ce que Bravo. je voulais dire. Merci. Merci du coup à tous les deux. Et maintenant, en conclusion, on passe la parole à Catherine. Vas-y, tu veux mettre son nom. Alors, je Catherine tente Couder de pour la remettre. conclusion. Merci Fabienne. Je tente de remettre la caméra, mais ma connexion est très instable. Donc, je risque de la recouper. Et vous me dites si vous m'entendez pas. On te Donc, je voit suis et on Catherine. t'entend. Très bien. Donc, je suis Catherine Couzergue. Je suis en situation de handicap, en fauteuil roulant avec un masque à plein temps pour respirer. Et je suis présidente du GIHP Midi-Pyrénées, le groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques, et vice-présidente de la commission spécialisée droit des usagers pour l'Occitanie, avec Jean-Michel Bruel qui participe et qui en est le président. Donc, pour synthétiser un petit peu ce webinaire aujourd'hui, je voudrais vous relister un peu les points clés, les messages qui nous paraissent importants à bien garder en mémoire. Donc, on vous propose à tous ceux qui interviennent dans le parcours de soins
de considérer la personne et son ou ses proches aidants comme des partenaires du projet de soins, avec une vision du projet de vie associé, des savoirs et des compétences nécessaires et complémentaires aux vôtres, qui sont parfois inattendus et qui sont souvent bien utiles et précieux pour le soignant. Évidemment, ça nécessite écoute, adaptation, par exemple à son échelle de la douleur, le respect de ses choix, la co-construction du projet thérapeutique. Et c'est sûr que c'est un travail qui peut paraître compliqué, mais qui, quand on le pratique régulièrement, devient assez facile pour tous ceux qui en peuvent en témoigner. Ensuite, il faut anticiper les besoins en identifiant les adaptations nécessaires avant l'arrivée, avec des formulaires simplifiés, peut-être une visite préparatoire, des créneaux prioritaires, faciliter l'accueil avec un référent dédié, des pictogrammes, un espace d'attente calme et un accès rapide aux soins. Adapter la communication, comme on vous l'a déjà bien détaillé tout à l'heure, aménager l'environnement et je dirais même et le positionnement pour l'examen. Parce que souvent, on pense à la douleur immédiate et on dit à la personne, vous avez mal, vous avez pas mal. Elle a pas mal, donc on fait avec. Alors qu'en fait, un mauvais positionnement peut engendrer des soucis à moyen terme. Donc, la qualité du positionnement et du confort de la personne, notamment quand pour une personne en situation de handicap, joue un rôle clé. Évidemment, simplifier le suivi autant que c'est possible. Et puis, former continuellement le personnel à l'accueil inclusif et recueillir des retours pour améliorer l'accessibilité des soins et qu'on rentre dans une spirale vertueuse et qu'on améliore au fur et à mesure de son expérience. Ensuite, dans notre groupe de travail, on a évoqué deux points importants. D'abord, la ressource que représente la pérédance. C'est une pratique qui repose sur l'apport des personnes qui ont vécu l'épreuve du handicap ou de la maladie chronique et qui s'appuient sur leur savoir expérientiel pour accompagner d'autres personnes qui font face à une situation similaire. Ces savoirs expérientiels sont issus de l'expérience de la personne concernée et nécessitent une prise de recul par rapport à son vécu et à cette expérience, entre autres. Par le biais de ce partage d'expérience, la personne accompagnée peut s'identifier et mieux comprendre ce qu'elle traverse et élaborer des solutions adaptées à sa situation. Elle va pouvoir envisager un devenir et se projeter. C'est ce qui est important pour tout patient. La pérédance peut s'exercer bénévolement dans un cadre associatif ou professionnellement contre rémunération. Dans ce cas, les professionnels ont suivi depuis souvent une formation spécifique et peuvent être salariés d'un établissement sanitaire, médico-social, d'une association. J'avoue que personnellement, je ne suis pas trop favorable à la pérédance sous statut d'indépendant parce qu'on a l'expérience, en tout cas dans les réseaux auxquels je participe, de ce que j'appellerais un petit peu des personnes qui ont une emprise sur des personnes en situation vulnérable de but de faiblesse. Donc, il vaut mieux être toujours dans un cadre associatif, je pense, ou salarié avec un établissement médico-social ou sanitaire. Il faut être prudent pour le soignant quand il sait que quelqu'un est un père aidant, de savoir dans quel cadre il intervient comme père aidant. Il existe différentes terminologies pour les désigner. Donc, on peut parler selon les domaines, évidemment, on peut parler de père aidant, de père émulateur, de médiateur de santé père. Aujourd'hui, les modalités pratiques de la pérédance sont variées, ce que je vous disais juste avant. La pratique se professionnalise plus largement dans le champ de la santé mentale et du neurodéveloppement. Sur le même concept, il existe la pérédance entre aidants familiaux, donc on parle aussi de pérédance familiale, où les aidants, donc familiaux, partagent leur savoir expérientiel à d'autres aidants familiaux. En Occitanie, nous vous conseillons de vous mettre en lien avec les porteurs du projet EPOP, qui est un projet qui arrive sur l'Occitanie, qui a déjà été pratiqué ailleurs, qui donne des résultats et des expériences intéressantes. Il vise plutôt à systématiser le recours au savoir expérientiel des personnes en situation de handicap. Il est en cours de déploiement en Haute-Garonne, dans l'Aude et les Hautes-Pyrénées, et on vous met le lien dans le chat. On vous conseille de prendre contact avec. L'importance en fait, le second point sur lequel je vais insister,
sur lequel on a travaillé dans le groupe de travail, c'est l'importance du lien entre établissements sanitaires et soins de proximité pour faciliter l'accès aux soins et la coordination des soins. Tout à l'heure, Cécile Chalet en a parlé. Euh, c'est bien de faire un bon travail à l'hôpital, mais s'il n'est pas suivi après à l'extérieur, ça ne va pas être bien utile. Donc, par exemple, en plus de l'action des référents handicap, en partenariat avec les personnes en situation de handicap et leurs aidants, dans chaque établissement, de la sensibilisation et de la posture de chaque acteur du projet de soins des personnes handicapées, des projets menés dans une démarche de partenariat en santé pour améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap dans les lieux de soins peuvent être mis en place à l'échelle des CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé et les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Et pour terminer, je voudrais vous rappeler que de nombreuses ressources existent pour faciliter les sujets qui nous rassemblent. Vous trouverez notre sélection sur la page ressources qui sera bientôt mise en ligne sur la plateforme, en même temps que le replay du webinaire. Et si vous voyez d'autres éléments pour enrichir qu'on vous a apporté aujourd'hui, j'espère, nous vous invitons à nous les partager pour que la page du site, enfin, concernant le webinaire d'aujourd'hui, puisse être enrichie au fil du temps. Merci à tous et on va pouvoir échanger. Fabienne, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Catherine. Et encore un grand merci à vous tous qui êtes là, qui ont pas pu, ou ceux qui n'ont pas pu être là, toutes les personnes, toutes les organisations qui ont contribué, qui se sont engagées vraiment dans ce travail pour proposer des choses concrètes et on l'espère utiles et qui seront partagées le plus largement possible. Donc, on a une petite vingtaine de minutes devant nous pour pouvoir avoir des échanges et des interactions